Une ville texane autrefois paisible, qui bascule à toute vitesse dans l'ère industrielle. L'arrivée de géants de la tech qui déclenche un boom immobilier, une explosion démographique et une transformation brutale du paysage. Des habitants qui oscillent entre l'excitation des promesses high-tech et la peur de perdre leur mode de vie rural. Je suis Lola Parra Cravioto, journaliste à l'accent espagnol et autrice de la newsletter L'actu, c'est trucs de vieux. Cette semaine, dans L'actu, c'est trucs de vieux, le podcast, Bastrop. À quoi ressemble la ville d'Elon Musk ? La vieille ville de Bastrop, c'était un peu comme un décor en carton-pâte de ce qu'on voit dans les studios à Hollywood, à Los Angeles. Je veux dire, c'est un peu ça, on dirait des façades là de western. On pourrait croire que John Wayne va arriver avec ses éperons et tout ça, et il va tirer en l'air, il va demander un duel. Donc il y a un petit côté très charmant en fait, un peu obsolète, d'une Amérique qui a beaucoup changé, qui est plus du tout celle qu'elle veut représenter aujourd'hui. Et à côté de ça, tout aux alentours, ce sont des développements immobiliers énormes, toutes des maisons qui sont les unes à la suite des autres, avec très peu de terrain, mais aux alentours, c'est le côté rural, un peu campagne. Mais ça, il y a des grues partout, on construit sans arrêt. Donc c'est comme si le centre-ville de Bastrop était encore une espèce de truc qui n'est plus vraiment ce qu'est Bastrop dans le fond. C'est un peu comme un musée, quoi. Frédéric Arnoux est correspondant à Washington pour Radio-Canada. Il est allé faire un tour à Bastrop, une petite ville texane d'environ 14 000 habitants, à une cinquantaine de kilomètres d'Austin, la capitale de l'État. À l'origine, c'est un coin tranquille, ambiance Far West, grand espace, rythme rural. Mais ces dernières années, tout s'est accéléré. Depuis qu'Elon Musk est arrivé avec ses entreprises, la ville se transforme à vue d'œil. Le patron de X, ex-Twitter, a choisi la région pour lancer plusieurs de ses projets, séduit par les règles plus souples du Texas, sans trop de contraintes. Et forcément, ça a attiré d'autres entreprises dans son sillage. On essaye de préserver un peu ce côté, voilà d'où on vient, c'était les cowboys, c'était les ranchs. Mais au bout du compte, c'est plus ça du tout. C'est ce qu'on voit, c'est ces entreprises. Là, il y a un énorme projet de studio justement hollywoodien qui est en train de s'installer. Ça va être un truc énorme là pour tourner des films. Et puis il y a toutes ces entreprises qui essaient de se greffer autour des entreprises de Musk. Je veux dire, il y a SpaceX. Je veux dire, il y a X aussi, l'ancien Twitter qui est en train d'être construit. Il y a The Boring Company qui est une entreprise qui produit cette espèce de drôle de lance-flamme là, qui sert absolument à rien, et il y a toute cette recherche pour les Hyperloop, là, c'est-à-dire ces espèces de systèmes de transport souterrain à une recherche et du développement. Donc lui, il a de l'argent, mais il l'utilise. Donc on voit toutes ces entreprises-là aux alentours qui en attirent d'autres. Il y a énormément d'entreprises de haute technologie qui commencent à déborder de la grande périphérie de Austin, qui arrivent vers Bastrop. Donc c'est un peu une ville en deux temps, en fait. Une ville où on a encore ces petits décors un peu western. Mais dès qu'on sort de cette espèce de microcosme un peu sociétal qui est un peu typique, un peu fake, on voit que ça a beaucoup changé. Ce qui n'est pas sans effrayer non plus d'ailleurs certains propriétaires agricoles en fait, qui regardent tout ça avec beaucoup d'intérêt parce qu'il y en a qui décident de faire de l'argent en revendant une bonne partie de leur terrain pour justement favoriser ces gros développements résidentiels ou industriels, mais d'autres aussi qui se disent « Oh, mais là, ma propriété commence à être entourée de ces développements-là et donc on aime moins ça. » Ok, si j'ai bien compris, la tech déborde d'Austin et commence à s'étendre partout autour. Tu me disais qu'Austin, c'est un bastion libéral, un petit point bleu au milieu d'un Texas bien rouge. C'est là-bas qu'il y a l'usine Tesla. Du coup, c'est ça qui a fait atterrir Musk dans le coin, c'est ce qui l'a poussé à choisir cet endroit. Et tu as aussi mentionné Samsung dans le coin et ces boîtes canadiennes qui débarquent.
C'est pas non plus inattendu parce que Austin c'est devenu un peu un espèce de hub là, pour tout ce qui est haute technologie. C'est une ville qui est très ouverte d'esprit, qui est très jeune, l'université, tout ça, c'est une ville où il fait bon vivre. Le problème, c'est qu'il y a eu énormément de coûts qui se sont ajoutés à ce développement assez fort et donc c'est devenu un peu hors d'achat. Et surtout, si vous voulez avoir du terrain pour installer vos entreprises, ben, il faut sortir, il faut aller plus dans le côté rural. Et c'est là que Musk a donc décidé de s'aventurer dans le comté de Bastrop, qui est un comté très rural. Il y a beaucoup de propriétés agricoles. Bon, il y a des chevaux, il y a des fermes, etc. Et comme c'est un comté qui n'était pas très connu, ben, on ne peut pas dire que c'est un comté où on a imposé d'énormes réglementations strictes, alors que dans d'autres endroits, c'est beaucoup plus strict. On ne peut pas faire du développement comme ça sans avoir, par exemple, des permis ou un respect de certaines normes, par exemple, pour respecter l'environnement de l'endroit. Donc, Bastrop, c'est un peu imposé d'elle-même, je vous dirais, à travers ces pérégrinations muskiennes hein, pour trouver un endroit et pour s'installer. Je ne connais pas exactement l'année et quand est-ce qu'il a commencé vraiment de faire ces recherches-là, mais ce qui le convainc de s'installer, c'est évidemment cette facilité avec laquelle les autorités locales permettent justement ça. Parce que les autorités locales, elles se disent, bon ben, c'est extraordinaire, on est une poule aux œufs d'or qui s'installe chez nous, il va attirer du monde, il va faire déplacer certaines industries parce qu'il pense que ça doit être probablement le prochain place to be, le prochain endroit où les gens vont vouloir s'installer. Et c'est un peu comme ça que c'est arrivé. Donc c'est une espèce un échange de bons procédés dans le fond entre un multimilliardaire, l'homme le plus riche du monde, et des municipalités, des localités qui veulent s'attirer ses faveurs afin de faire connaître leur coin de pays et que ça devienne vraiment une source de revenus incroyable au niveau des impôts fonciers, au niveau des taxes. Attends, c'est pas Zuckerberg aussi qui s'est installé là-bas? Tu me disais que finalement le Texas, c'est un peu la Nouvelle-Californie, parce qu'il y a un vrai clash idéologique en cours. La Californie, c'est le temple du libéralisme avec énormément de régulations, la protection du consommateur, des citoyens, tout ça. Mais ça a un prix. Le coût de la vie explose, ça devient invivable pour beaucoup. Et à côté, tu as le Texas qui va complètement à l'opposé. Le Texas, lui, va complètement à l'opposé. Là, c'est le capitalisme à toute épreuve, c'est le moins de restrictions possible, ce qui fait qu'on voit vraiment maintenant un exode de la Californie et d'une certaine façon aussi de ceux qui voulaient s'installer dans la Silicon Valley pour venir au Texas parce qu'on se rend compte finalement c'est beaucoup moins compliqué. Les impôts sont beaucoup moindres également pour les entreprises et puis il faut dire aussi qu'il n'y a pas d'impôt sur le revenu en tant que tel. Donc c'est encore une autre source d'intérêt et d'attrait pour ces gens-là. Donc c'est pas étonnant que Zuckerberg, que Musk et peut-être même d'autres qui un jour vont décider de suivre ça, de venir s'installer au Texas. Et le Texas en fait fait sa propre autopromotion là-dessus, beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup à travers les milieux d'affaires et les milieux financiers en disant ben quittez la Californie qui n'est plus abordable, venez chez nous, on va s'occuper de vous, vous allez voir tout le monde va être gagnant dans le fond. Tu viens de dire qu'il n'y a pas d'impôt sur les revenus en tant que tel. Comment ça se passe alors? Bon, il n'y a pas d'impôt sur le revenu, mais il y a des impôts sur les propriétés et qui sont quand même assez élevés. Dans certains coins, ça représente à peu près 2% de la valeur totale de votre maison. Donc si vous avez une maison qui vaut à peu près 1 million de dollars, ce qui n'est pas forcément rare aujourd'hui, mais vous allez payer 2% de ça. Alors ça fait quand même assez d'argent à payer chaque année. Et donc ils essaient de se rattraper là-dessus. Alors après, c'est sûr qu'il y a d'autres impôts qui sont un peu pas déguisés, mais qui touchent vraiment les contribuables texans. Mais un impôt sur le revenu en tant que tel, c'est pas concret pour eux. Donc encore une fois, c'est une façon d'attirer, de séduire les gens à venir s'installer là-dedans. Et c'est pour ça que, dans le fond, les gens qui ont fait le move pour aller dans la région de Bastrop sont très contents. Là où ça devient un peu problématique, c'est que à cause de cette croissance exponentielle, ben, les valeurs des maisons augmentent énormément. Et donc, il y a des gens des personnes plus âgées ou qui sont à la retraite, qui ont juste un revenu fixe de leur pension, de leur fonds de retraite. Mais quand ils voient que leur maison a pris à peu près 25% de valeur sur les 5 dernières années, ben ça va se répercuter évidemment sur l'impôt foncier qu'eux vont payer pour la région. Donc,
On n'en sort pas de toute façon, hein. Je veux dire, les deux seules chaussures, c'est l'impôt et la mort. Donc tout le monde va passer à la caisse un jour. C'est ça, c'est un libéralisme capitaliste poussé à l'extrême au Texas, qui a ses bons points et ses mauvais points. C'est juste que à un moment donné, pour vivre là-dedans, ils font des très bons salaires. Il faut un bon salaire pour survivre. Il faut quand même de l'argent pour être capable de subvenir à cette croissance qui est générée en grande partie par quelqu'un comme Elon Musk. Mais comment la population vit l'arrivée des entreprises de la tech? Il me semble qu'il y a eu une histoire d'eau usée où les habitants ont tenu tête à Elon Musk, non? Justement, The Boring Company, qui est une grosse entreprise qui fait énormément de recherche et développement, ben, ils voulaient en fait déverser leurs eaux usées directement dans la rivière Colorado qui sillonne en fait la ville. Et évidemment, quand ça s'est su, il y a eu une levée de boucliers où on a vu en fait les gens de la région qui se sont mis, ils ont sorti des pancartes et ils ont été faire des représentations, notamment au conseil régional, en disant, mais gars, on ne peut pas permettre ça, sinon ça devient un peu l'anarchie. On ne peut pas accepter ça parce que tout ça va avoir un impact sur notre qualité de vie. Donc, heureusement qu'ils l'ont fait, sinon il y aurait eu quand même un laisser-aller dans le fond. Là. Donc, bon, Musk a dit qu'il allait trouver une autre solution. On ne sait pas trop ce qu'il va faire. Peut-être construire une usine. En fait, il y a une grosse usine de traitement d'eau qui est en train d'être construite également à Bastrop. Ce que la directrice générale me disait, c'est que Musk s'est arrangé pour, je pense, financer une certaine partie de ça, pour essayer de mitiger un peu les effets négatifs que son développement à lui peut avoir sur la région. Qu'est-ce qu'il reste des entreprises d'Elon Musk en Californie? Il a tout déplacé au Texas. Tu m'avais dit qu'il envisageait aussi de déménager Neuralink, son entreprise d'un plan neurologique de Californie à Bastrop. C'est facile de faire bouger les employés et les talents jusque là-bas? San Francisco et les Californies abritaient Twitter, bon, abrite encore Neuralink pour un certain moment, mais donc lui a décidé de bouger ça là. Alors évidemment, Twitter, par exemple, il a viré 80% du personnel, donc c'est moins compliqué à déplacer du monde. Puis de toute façon, aujourd'hui, énormément de gens travaillent chez eux, surtout dans le domaine des nouvelles technologies. Après, est-ce que tout le monde veut déménager aussi à Bastrop? C'est pas sûr. Je veux dire, Bastrop, c'est bien, mais il y a un peu les tumbleweeds, là. On s'ennuie un peu après 8 heures le soir. Il n'y a pas grand-chose à faire. Je veux dire, regarder Netflix, peut-être, mais je veux dire, les échanges humains, c'est pas ça, quoi. On s'ennuie un peu à Bastrop. Donc, c'est pas tout le monde qui veut y aller. Alors, on verra. Et c'est pas tout le monde non plus qui veut travailler pour Musk, parce que c'est un homme qui est hyper fonctionnel. Donc, lui, il peut travailler 90 heures par semaine, ça ne le dérange pas. Mais si les gens ne sont pas comme lui, il ne sera pas intéressé. Donc, est-ce que tout le monde veut travailler pour lui? Je pense pas. Mais en même temps, tout devient automatisé avec lui. Là, l'intelligence artificielle, tout ça. Est-ce qu'on a besoin d'autant de monde que ça? Tu peux pas remplacer tout par des robots et par de l'intelligence artificielle non plus, quoi. Et alors, sur place, tout le monde ne veut pas travailler pour Elon Musk? Non, parce que justement, c'est une espèce un peu de travail à l'excès aussi. Il y a une façon de faire des affaires qui n'est peut-être pas toujours très catholique, où c'est le profit un peu à n'importe quel prix et peu importe le coût humain ou le coût environnemental dans le cas de Bastrop. Donc c'est un peu, c'est ça. Je suis pas sûr qu'il est dans les 5 meilleurs employeurs dans le Better Business Bureau aux États-Unis, quoi. Parce que justement à cause de ça, à cause de la façon dont il traite les gens non plus, quoi. Et à cause aussi de ses accointances avec Trump, qui en fait un personnage qui est devenu euh, c'est très abrasif tout ça dans le fond. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas être mêlés avec lui parce qu'en plus toute sa personnalité et ses saluts un peu hitlériens et compagnie, ça devient un peu toxique. C'est devenu un personnage toxique. Donc par le fait même, il y a beaucoup de gens qui ne veulent rien savoir de lui, qui ne veulent pas travailler avec lui non plus, quoi. Dans ton reportage, tu racontais que la population ne parle ni de religion ni de politique. D'ailleurs, tu viens de publier le livre C'est aussi ça l'Amérique, portrait d'un pays polarisé aux éditions Québec-Amérique, disponible en France à la rentrée. Je profite pour te dire que j'adore le titre. Les affaires ne font jamais bon ménage avec la politique. Et je pense que depuis l'avènement de Trump en 2016, ça s'est beaucoup affermi cette idée qu'il ne faut pas mélanger les deux parce que forcément, Trump étant un personnage très polarisant, c'est que tout le monde a un avis là-dessus et c'est souvent des avis qui peuvent clasher. Donc,
Je pense que ça s'est creusé davantage, cette divergence d'opinion. Et donc aujourd'hui, c'est très difficile d'aller dans des endroits comme Bastrop où on va leur demander mais qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et on voit qu'il y a un malaise parce que ces gens-là dépendent un peu du business en fait qui est généré par Trump. Je veux dire, je parlais avec un agent immobilier qui lui est très content parce que ça amène beaucoup de monde, ça amène des commissions pour lui. Mais quand je lui demande un petit peu ce qu'il pense de lui, ben, il prend tout de suite un petit pas de recul en disant ben c'est un personnage. Moi, des commentaires que les gens écrivent sur ma page Facebook quand je dis que bon, ben, Musk est en train d'amener de l'argent dans la région, il faut en profiter, etc. Fait que lui essaie de ne pas prendre, en tout cas à micro ouvert, il essaie de ne pas prendre, de ne pas donner son opinion parce qu'il sait qu'à un moment donné, même si je lui disais que bien sûr, c'est pour Radio-Canada, c'est en français, personne ne va lire les commentaires. Oui, mais il y a quand même cette crainte que quelqu'un va faire une recherche, puis il va sur Internet, il voit tel agent immobilier a dit du mal de Musk, attention, il faut le boycotter. On est rendu là maintenant aux États-Unis. C'est ça qui est un petit peu fou. Cette espèce de. Il y a une omerta, hein, c'est la loi du silence, c'est qu'on ne peut pas trop dire trop de choses parce que ça va nous retomber dessus. Je veux dire, ce qu'on voit actuellement aux États-Unis, moi, c'est du jamais vu, quoi. Cette espèce de. On n'ose plus rien dire contre Trump ou contre Musk. Parce que si ça se sait, il va y avoir des répercussions. Les gens vont le savoir. Puis il y a une espèce de climat un peu de, je dirais pas de régime de terreur, mais aujourd'hui, plus personne ne veut dire quoi que ce soit au sein de la fonction publique, mais aussi en dehors de ça. Je veux dire ce qui se passe dans les universités, où on a des conseillers d'université qui font un peu de l'aplaventrisme, qui ont peur de dire ou de ne pas respecter ce que Trump demande de faire au niveau du DEI, au niveau de la diversité, de l'intégration de certaines minorités, tout ça. Personne ne veut faire de vagues. Et avec des gens comme Trump et comme Musk qui sont très polarisants, on ne veut pas non plus trop en parler. Et à Bastrop, on le sent, là. Les gens qui sont dans les affaires ne veulent pas dire du mal. C'est pour ça qu'ils disent qu'il y a une règle d'or, on arrête là, parce que moi, je veux pas froisser la clientèle si jamais ils entendent parler de Trump ou de Musk et que je dis du mal de lui. Ça n'empêche pas qu'ils ont des choses à dire, mais ils le feront à micro fermé. Il y a certains républicains qui refusent d'admettre qu'ils ont voté pour Trump et qui ont peur de se faire montrer du doigt. Donc, fait que tout ça participe un peu à cette idée de... On essaie de rester low profile. On ne veut pas trop dire ce qu'on a fait lors de la dernière élection. On ne veut pas trop dire ce qu'on pense ni de Trump et de Musk parce qu'ils sont beaucoup mieux organisés, parce qu'ils ont tous les leviers de pouvoir. Ils ont les deux chambres pour l'instant. Voilà, donc personne ne veut faire de vagues parce qu'on a peur de répercussions. Ce qui est un peu le propre d'un régime autocratique, quoi. Je veux dire, bon, beaucoup de gens disent aujourd'hui, ah, c'est des nazis, c'est des machins. Bon, non, n'allons pas jusque-là. Mais il reste qu'il y a quelque chose qui a changé au niveau de l'inconscient collectif américain, quoi. Et je pense que c'est épuisant pour tout le monde aussi. Tu me disais qu'on craint aussi que ce soit une bulle, un emballement autour de la tech et de la croissance, qui pourrait s'effondrer à un moment, un peu ce qu'on a connu dans les années 90 avec la bulle Internet. Alors, le contexte est très différent aujourd'hui, les données aussi, mais la crainte reste la même. À force de trop vouloir développer, si ces boîtes-là décident un jour d'aller voir ailleurs, on peut se retrouver avec un grand vide, et ça peut faire très mal. La ville de Bastrop et le comté de Bastrop se rend bien compte qu'il y a d'énormes risques aussi à ce développement un peu effréné, mais en même temps, ça rapporte du pognon, ça rapporte de l'argent un peu à tout le monde. Donc, mais c'est clair, il y a quand même des inquiétudes, comme bon, la directrice générale de la région qui le dit encore. Bon, ben, on est très content, mais quand on regarde la carte, ça donne un peu le vertige, parce que si jamais Musk, par exemple, bon, qui est très controversé actuellement, bon, il a les faveurs de Trump, etc. Mais un jour où il y aura le divorce entre Trump et Musk pour changer un peu toute la fibre américaine, si jamais il devient un peu persona non grata et qu'il ne se sent plus apprécié au Texas, mais il pourrait reprendre toutes ses billes, partir, et là il laisserait un peu une ville avec une facture astronomique de développement des infrastructures que la ville a dû faire justement pour essayer de faire face à cet afflux de population, cet afflux de développement économique qui est généré par Elon Musk. Donc c'est typiquement américain de dire bon ben on suit ce développement-là, on y va, puis on va y croire, puis ça va être très bien, jusqu'au jour où les règles du jeu changent, où Donald Trump décide, lui, de bon, maintenant ça va être la guerre commerciale, on va imposer des tarifs, des droits de douane partout. Puis là, on se dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas la bonne formule, la bourse est en train de planter, il y a moins d'argent qui rentre, ça veut dire moins d'argent pour développer certaines entreprises, donc
tout est lié dans le fond, mais c'est les cowboys, c'est les hors-la-loi. Il y a cette image un peu à la Lucky Luke, mais qui, à mon avis, est quand même encore très, très significative d'une façon de penser qui fait que on y va, ça va marcher, et puis après, ben, on verra, on gérera les conséquences au jour le jour, quoi. C'est encore le Far West, mais beaucoup de Texans roulent en Tesla. Comment c'est possible ça dans le pays du pétrole? Très particulier parce que tout ça est plein de paradoxes, hein. Je veux dire, les magas détestaient les voitures électriques et aujourd'hui, bah, ils défendent complètement Trump et les Tesla en fait, qui sont. C'est très bizarre en fait, c'est très paradoxal de cette société américaine qui est un peu en déroute là, où on perd un peu les points de repère. Avant, c'était les démocrates, les libéraux qui conduisaient les Tesla. Aujourd'hui, soit ils les brûlent ou alors ils les vendent pour s'en débarrasser. Et là, les républicains achètent les camions Tesla alors qu'ils défendent le pétrole, mais là ils sont prêts à acheter un truc électrique, bon, qui marche très mal en plus, juste pour donner un coup de main à Musk, qui à mon avis n'a pas besoin de coup de main. Je pense qu'il y a assez de pognon comme ça. Mais tout ça c'est un peu représentatif du côté étrange de Bastrop, où de temps en temps on voit un Cybertruck qui tourne, qui roule, ou les petites Tesla, et c'est quasiment devenu les républicains qui les conduisent, quoi. C'est un peu le monde à l'envers, quoi. Frédéric, la dernière, à ton avis, où va cette région? Dans ton reportage, tu disais que d'ici les 5 prochaines années, Bastrop connaîtra une hausse de sa population de plus de 40%. C'est très difficile de voir où s'en va cette région parce que l'équilibre naturel qui existait avant n'est plus. Tout est un peu chamboulé. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. En tout cas, ça va durer jusqu'au moment où Musk décidera peut-être de changer d'air et d'aller à un autre endroit qui va l'attirer avec encore plus de petits bonbons économiques ou des réglementations qui seront encore plus laxistes. Donc, c'est un peu là, je pense, où se trouve Bastrop. C'est un peu un carrefour, en fait, de son avenir dans la région actuellement. Frédéric Arnoux, journaliste à Radio-Canada, auteur de C'est aussi ça l'Amérique. Merci beaucoup. C'était l'actu, ces trucs de vieux, le podcast. Si cet épisode t'a plu, abonne-toi pour ne pas rater la suite. Tu peux aussi le liker, le commenter, ça m'encourage à continuer. Et surtout, si tu es du genre à aimer lire, inscris-toi à la newsletter. Je suis Lola Parra Gravioto. Hasta pronto pour une nouvelle dose d'actu.